Je suis né dans le mauvais corps. Mon corps n'est pas le bon. Ces formulations sont aujourd'hui présentées comme désignant de façon certaine le ressenti d'enfant qui serait porteur d'une identité sexuelle nouvelle, dite transgenre. Posons-nous la question. Existe-t-il quelque part une instance, interne au sujet ou externe, qui pourrait dire que le corps que j'ai est le bon ou le mauvais? Ce qui existe, ce sont des affects, l'angoisse, la honte, la culpabilité. Ce qui existe, ce sont des symptômes, une phobie, une énurésie, des ruminations mentales, un arrêt des apprentissages. Tout symptôme et affect qui demande à être entendu comme tel pour cet enfant-là. Sans nul doute, quelque chose d'insupportable est venu se glisser entre son corps et ses mots, un élément difficile à intégrer à sa vie d'enfant. De quoi s'agit-il? Nous l'ignorons avant d'avoir accueilli les expliques de l'enfant lui-même, c'est-à-dire les paroles qu'il va pouvoir dire autour de ce qui lui arrive. Nous avons aussi quelques indications précises à partir de témoignages recueillis auprès d'enfants et d'adolescents par des psychanalystes ou par des praticiens qui s'orientent de la parole du sujet, et à partir aussi des travaux sur cette question très actuelle dans notre communauté de travail. Ce qui frappe en premier lieu aujourd'hui, c'est que cette formule « je suis né dans le mauvais corps » semble être devenue un passeport pour la transidentité. Elle semble ouvrir de façon quasi automatique à la proposition de s'engager dans un protocole de transition, terme bien anodin pour désigner un changement d'état civil, des traitements hormonaux au long cours et des interventions toujours mutilantes. Toutes procédures qui sont loin d'être bénignes. Du côté de l'enfant, il faut constater d'abord que ces formulations telles que « mon corps n'est pas le bon » apportent un mieux-être immédiat. Mais comment comprendre cet apaisement? Ce signifiant transgenre donne en effet un nom au malaise indéfinissable éprouvé par l'enfant dans son corps. Cette nomination, reconnue par d'autres, par des personnes d'autorité souvent, inscrit l'enfant dans un discours par lequel il est parlé. En mesure-t-il les conséquences? Non, nous ne le pensons pas. Et ce sont les parents qui les prennent à leur charge. Et c'est une très lourde charge. Cet enfant, comme il est de règle pour chacun, est confronté à une disharmonie qui peut être très intense entre ce qui arrive dans son corps et les mots pour dire ce qui arrive. Il rencontre là ce que Freud a désigné comme la sexualité infantile, centrée sur ses intérêts pulsionnels et sur une curiosité qui bute sur des énigmes. D'où viennent les enfants? Pourquoi deux sexes différents? Pourquoi suis-je garçon plutôt que fille ou fille plutôt que garçon? Et dans cette recherche, comme Freud l'indique, l'enfant est seul. C'est un moment de crise pour lui, le moment où il se rend compte que ses parents n'ont pas réponse à tout, et spécialement en ce domaine, où il n'y a pas d'autre moyen pour y répondre que de s'y engager avec le corps et les mots que l'on a, quel que soit notre âge. Mais si cette crise est la règle, il n'y a pas pour autant de chemin normé pour trouver sa voie pour sa propre sexuation.
En effet, la distinction garçon-fille ne donne aucune assurance au sujet quant à son être sexué. Cette crise est donc un moment carrefour que rencontre chaque enfant. Un moment où il ne se reconnaît comme être parlant qu'à rejeter cette distinction, garçon-fille, par toutes sortes d'identifications, comme le pointe Lacan. Les identifications de l'enfance peuvent paraître en effet très libres, telles qu'elles apparaissent dans les jeux ou dans les histoires des enfants. Elles sont néanmoins fortement déterminées par les intérêts pulsionnels et affectifs de cet enfant-là. Pour lui, l'enjeu de ces identifications est de se séparer de sa dépendance vis-à-vis de ses parents, des liens de dépendance qui lui ont été nécessaires dans sa petite enfance. Il n'a pas en effet toutes les clés pour déchiffrer cette distinction qui lui vient des hommes et des femmes qui l'entourent, qui se reconnaissent comme tels, hommes et femmes, en fonction de leur propre choix de jouissance, qui ne sont plus celles de l'enfance. S'ils la rejettent, cette distinction, c'est parce que c'est à eux, les adultes, en tant que grandes personnes, de prendre ces jouissances à leur charge. Freud avait désigné ce moment comme phase de latence. Le temps de se faire au changement à venir, en quelque sorte, tout en explorant des territoires nouveaux. Le moment trans que nous voyons surgir dans les discours du temps présent et dans la clinique vient proposer à un enfant une nouvelle identification qui, venant de l'extérieur, vient se substituer à celle qu'il se construit et qui fait cristalliser autour d'elle une nouvelle dépendance, bien plus implacable. Là où le signifiant transgenre désigne, pour une dite grande personne, une modalité de jouissance, dont il prend les conséquences à sa charge, il constitue pour un enfant une identification imposée, qui vient bloquer la construction de cet espace de séparation qui lui est nécessaire. Revenons à un enfant dans le moment où il explore diverses identifications. Il arrive qu'il marque un intérêt pour les façons d'être de l'autre sexe. Celle-là l'attire, il aime en prendre les attributs ou les atours, ceux de sa mère ou de sa sœur à l'occasion s'il est garçon, ou bien il se fait traiter de garçon manqué s'il est fille. Est-ce là l'indication qu'il souhaite changer de corps, ou qu'une telle perspective serait profitable à son épanouissement? Ce n'est pas ce que nous constatons. Mais il y a aussi des enfants qui, avant que ne soit proposée une identité transgenre, demandent à leurs parents d'être appelés par un autre prénom, choisi par eux, prénom reconnu comme étant de l'autre sexe. Pour nous, psychanalystes, il s'agit d'abord d'examiner avec l'enfant la singularité de cette sollicitation ou de cette affirmation, avant qu'elle ne soit recouverte par des termes prêt-à-porter de transition sociale ou d'autodétermination. Remarquons déjà qu'il y a une différence entre demander à l'autre et affirmer que l'on a un autre prénom, qui serait le vrai. En effet, il ne fait aucun doute qu'il y a des enfants pour qui, assez tôt dans leur enfance, s'est construite la conviction d'être de l'autre sexe et qu'ils disposent d'un autre prénom pour désigner cet être autre, secret, distinct de leur être social. La plupart de ces enfants vont garder longtemps ce secret, pas seulement parce qu'ils n'étaient pas recevables par l'autre social, parce que eux-mêmes ne pouvaient le dire
pour eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, les parents se trouvent là confrontés à une demande très singulière de la part de leur petit garçon ou de leur petite fille. C'est qu'il y a en effet dans ces paroles de l'enfant une mise en cause radicale de ce qu'il a reçu de l'autre, ou une incroyance dans l'efficacité d'une parole qui nomme, car tel est le statut du prénom à la déclaration de naissance d'un enfant. Comment entendre cette mise en cause par l'enfant ? Poursuivons le fil de ce que j'appelais un moment de crise que traverse chaque enfant et où il est appelé à prendre position face à la logique de la sexuation qui s'impose à lui depuis ce qui traverse son corps. Cela suscite chez certains enfants un grand désarroi. Il y a alors une forme d'impossibilité ou de refus ou de recul face à cette faille que l'enfant rencontre et au malaise qui l'envahit concernant son être sexué. Ne trouvant pas en lui-même les ressources pour s'y affronter, il se tourne vers ses partenaires de vie et il met en question la marque de distinction qu'il a reçue d'eux, au risque de majorer sa dépendance d'enfant à leur égard. Rabattre cette demande si singulière sur l'identité de transgenre, c'est interdire à l'enfant de cheminer face à ses propres énigmes et interdire à ses parents d'entendre, dans la question de l'enfant, ce qui les concerne. Bien au contraire, nous pensons que ce temps d'arrêt est à respecter comme tel, pour ce qu'il indique. Il n'est pas encore temps, pour cet enfant-là, de s'engager dans le chemin solitaire qu'est celui d'une sexuation qui, lui, ne dépend pas de l'autre. Les enfants et leurs parents d'aujourd'hui sont confrontés à l'ordre de faire d'un discours qui veut prescrire des façons de faire et de dire pour plier la condition de l'enfant moderne à de nouvelles normes sexuelles. Nous ne pouvons pas laisser croire à des enfants et à des adolescents qu'ils vont recevoir de la part de l'autorité légale et par des interventions médicales une identité sexuelle nouvelle et stable. En effet, nul n'en a le pouvoir.